Alors bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à tous ceux qui sont ici avec nous aux Archives nationales, magnifique lieu, et bonjour à ceux aussi qui sont avec nous en webdiffusion. Merci de votre présence et au lancement du rapport de la directrice de santé publique intitulé « Regard sur la pandémie COVID-19 pour une réponse efficace et équitable face aux futures urgences sanitaires ». Je me nomme Julie Dionne, je suis animatrice professionnelle. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de faire plusieurs événements avec le gouvernement et ses partenaires, tant des consultations publiques que des panels. Je suis vraiment honorée d'être ici particulièrement ce soir pour ce panel tant attendu. Au programme, nous avons 2 allocutions d'ouverture et ensuite, ça va être suivi de 2 blocs de discussion. Le premier portera sur les apprentissages et les bons coups et le deuxième sera consacré aux leviers qui sont en regard des constats réalisés dans le rapport. Ces 2 blocs seront ponctués d'interventions de Dr. Mylène Drouin, directrice de santé publique à Montréal. Avant de l'inviter à venir vous adresser quelques mots, j'aimerais moi-même dire quelques mots à son sujet, bien entendu. Alors, vous la connaissez, Dr. Drouin, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, directrice régionale en santé publique depuis 2018. Elle a occupé différentes fonctions au sein de cette direction depuis les 10 dernières années. Et plus récemment, Dr. Drouin a su perfectionner ses compétences en préparation, en gestion des situations d'urgence majeures de santé publique. Oui. Je vais en nommer quand même quelques-unes, dont on pense au printemps 2017, les inondations. Il y a aussi la canicule vécue en 2018 et oui, bien sûr, la pandémie, dont c'est le sujet ce soir de COVID-19. Alors, on l'accueille chaleureusement, mesdames et messieurs, Dr. Mylène Drouin. On va remettre... Oui, on va enlever ma photo. J'aime mieux ça comme ça. Mais bonjour tout le monde. Vraiment, je regarde tout le monde. J'ai l'impression d'être avec une grande famille, celle qui nous a accompagnés au cours des 2 dernières années. Là, je suis en train de ne pas lire mon texte du tout, mais c'est pas grave. Ça me fait vraiment chaud au cœur que vous soyez déplacés pour ce lancement. Puis merci à ceux qui se sont joints en web diffusion. Il y avait des places limitées, sachant évidemment que les virus sont encore en circulation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment un ensemble de partenaires, des gens de tous les secteurs, donc services de garde, scolaire, milieu de travail, évidemment le réseau de la santé, la philanthropie, le milieu communautaire, évidemment, et évidemment des gens du réseau de la santé avec qui on a collaboré sur différentes instances là, pour être en mesure là, d'amener la gestion de cette pandémie. On le sait évidemment, puis évidemment des gens de mon équipe, des gens qui étaient avec moi pendant les 2 ans, des gens qui ont quitté pour d'autres fonctions, mais évidemment des gens qui ont été là à la Direction régionale de la santé publique. On le sait, on a fait face évidemment à une situation exceptionnelle qui a demandé une réaction exceptionnelle. Et dans une ville comme Montréal, évidemment, ça nous a demandé une coordination pour assurer une cohérence et adapter évidemment nos interventions à la réalité métropolitaine. On présente donc, on dépose ce rapport-là avec beaucoup d'humilité. C'est assez difficile de faire la synthèse de 2 ans de pandémie. On n'a pas pu exposer évidemment tous les bons coups qui se sont déroulés sur le territoire, mais on souhaitait évidemment là, inscrire ce rapport-là dans la mémoire collective. Je pense que c'est important, ces périodes où on fait un débriefing, où on s'arrête. On laisse aussi la chance aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, de nous faire des commentaires aussi sur ce qu'ils auraient souhaité vivre autrement. Et je pense que c'est des pratiques constructives qu'on doit continuer, puis qui s'inscrivent aussi dans le rétablissement de nos équipes et de notre réseau. Évidemment, je pense que ce rapport-là, ce qu'on souhaite avant tout, puis je souhaitais qu'on ait, vous allez voir, il y a beaucoup de recommandations, mais je souhaitais qu'on soit le plus concret possible pour qu'on puisse continuer et passer à l'action ensemble, parce qu'évidemment, la gestion de mesures d'urgence nécessite beaucoup de partenaires pour, on le dit, une réponse plus efficiente, mais aussi plus équitable. Parce qu'on le sait, on n'est pas tous égaux, évidemment, face aux différentes urgences sanitaires.
Certaines actions ont été plus visibles que d'autres durant la pandémie, puis je vais reprendre une expression, puis je pense que Luc, tu es là. Luc, qui était coordonnateur des mesures d'urgence à la santé publique et qui vient de prendre sa retraite. Mais tous les maillons de la chaîne sont importants et une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Donc, on se doit de consolider et de travailler à renforcer tous les maillons de cette chaîne-là en mesure d'urgence. On a beaucoup parlé de la vaccination, puis je pense que ça a été un des plus grands succès qu'on a eu, à la fois de par les couvertures, l'envergure et l'ampleur de cette opération, mais aussi parce qu'on a réussi à réduire les écarts liés aux inégalités sociales par des efforts titanesques des équipes sur le terrain pour s'assurer que les couvertures soient qu'il y ait le moins d'écart entre les territoires. Mais la gestion de la pandémie, ça a été aussi des centaines de rapports de vigie, ça a été des milliers d'enquêtes de cas et de contacts, de gestion d'éclosion dans tous vos milieux de vie, que ce soit les écoles. Au pic, on a géré à peu près 450 éclosions de manière hebdomadaire, simultanément. Évidemment, de la médiation culturelle, des activités de communication, de traduction et, comme je le disais tout à l'heure, de démarchage sur le terrain par des équipes locales de santé publique, entre autres. Tout ça pour évidemment maintenir une transmission le plus bas possible, puis évidemment pas dépasser la capacité hospitalière, mais aussi pour réduire les impacts collatéraux. L'autre élément que je souhaitais mettre de l'avant aussi, c'est que je pense qu'on en mesure d'urgence, on arrive souvent à faire de grandes choses. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup d'agilité. L'adrénaline et l'audace qui nous ont accompagnés nous ont permis d'être réactifs et à travers ça, on a eu des belles innovations et des nouveaux partenariats qu'on a consolidés. Des gens, comme je disais tout le temps, mon carnet d'adresses s'est rempli pendant la pandémie. Je pense qu'on se doit de voir comment on va pérenniser ces pratiques-là ensemble. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux, évidemment, face à la pandémie. C'est sûr que le regard qu'on jette dans le rapport est un regard montréalais de par le rôle que j'occupe à Montréal. Mais je pense qu'il faut aussi garder en tête que ces menaces-là qui arrivent sont aussi planétaires. Ce sont des menaces, puis on l'a vécu aussi avec la variole simienne, qui démontrent à quel point on est tous interconnectés. Puis je pense qu'on se doit aussi de toujours garder en tête cette solidarité-là planétaire et ces inégalités qui se vivent à différentes échelles. Puis aujourd'hui, pour moi, évidemment, c'est le moment de vous dire merci. Merci à tous. Puis je vais le redire à la fin, de ce lancement. Je pense qu'on a fait preuve d'une très grande capacité collective pour faire face à cette pandémie. Puis je pense qu'on doit en ressortir très fiers de ce qu'on a réalisé. Puis je vous présenterai quelques bons coups tout à l'heure. Alors, le panel d'aujourd'hui, évidemment, j'ai souhaité pas... vous n'allez pas avoir un long exposé de ma part parce que je souhaitais mettre en valeur aussi des partenaires avec qui on a travaillé pour échanger sur des recommandations, sur des bons coups, sur des réflexions qu'ils ont. Donc, ça s'ancre dans la perspective de travail que je souhaite aussi continuer avec eux. Puis, comme mot d'ouverture, j'invite Dr. Luc Boileau, directeur national de la santé publique, et Mme Annick Maletto, par la suite, qui va suivre, qui est directrice de la sécurité civile à l'agglomération de Montréal. Merci. Bonjour. Quand Mylène a dit alors, je suis content de voir Luc dans la salle, puis qui est à l'aube de sa retraite, j'étais là, moi, j'ai-tu manqué quelque chose, là? Y a-tu une affaire qu'il faut que j'apprenne là? Mais c'était pas moi. Fait que, donc, je salue de Luc, je le vois. Ah, bonjour. Vous êtes assez ombragé à partir d'ici. Regardez, d'abord, ça me fait plaisir d'être ici, puis d'avoir eu ce privilège d'être exposé à ce rapport-là il y a quelques jours et de l'avoir traversé dans peut-être pas tous ses détails ou toute la richesse de celui-ci, mais chose certaine, c'est que ça me fait bien plaisir de venir prendre une posture ministérielle que je ne veux pas usurper. Mme Savoie, elle aurait beaucoup aimé être ici, mais elle est prise dans d'autres choses, vous le savez bien.
Puis, je vais devoir aller la retrouver bientôt. Mais chose certaine, c'est que le message, c'est un message très encourageant qu'on veut donner à cette initiative aujourd'hui qui est ce lancement, ce panel, puis les observations très justes qui ont été faites au cours de l'exercice et qui sont ramenées dans ce rapport-là. Je pense que ce rapport-là qui s'inscrit... Oh, c'est ma photo en plus, fait que si ça peut changer, ça ne me dérange pas. Là. Parce que me semble qu'il m'avait maquillé là-dessus, c'est sûr, parce qu'en fait, moi, j'étais... Alors, la photo de l'autre dame, ça a l'air pas mal mieux que moi, fait que... Mais enfin... Alors, c'est un rapport qui est un peu dans une perspective back to the future, mais c'est back to the actual, là, dans le sens que c'est pas encore terminé. Vous le savez, là, on a des préoccupations covidiennes qui sont toujours là. Et puis, il y a aussi une soupe d'autres virus qui sont bien présents dans la communauté montréalaise et ailleurs. Alors, les urgences sanitaires, on commence à être habitué avec ça. Il faut juste savoir laquelle qu'on va appeler urgence sanitaire, tellement qu'il y a des préoccupations qui peuvent être justes à observer, puis qu'il nous faut être attentifs et pouvoir colmater. Il y a eu des expériences, pas des expériences, mais des situations, on a parlé de la variole simienne, où le leadership montréalais s'est inscrit avec beaucoup d'acuité, encore là, pour pouvoir bien maîtriser l'évolution de cette situation. Alors, ce rapport-là, c'est sûr que en ce moment, comme directeur national, puis je ne veux pas prendre la place de ceux qui m'ont... d'abord de celui qui m'a précédé, mais aussi de tous les acteurs qui ont été là pour gérer ce paysage extrêmement complexe et unique. Mais chose certaine, c'est que les observations simples et approfondies en même temps nous permettent de dire félicitations pour tout ce qui a été fait partout au Québec. Il y a eu des efforts remarquables qui ont été menés par toutes les équipes de santé publique, puis des équipes aussi du réseau de la santé et services sociaux, du partenariat avec les différents organismes et partenaires, aussi communautaires comme institutionnels, pour pouvoir relever le défi. Et c'est encore le cas, et ça a été le cas même aussi dans d'autres situations que je viens de sommairement décrire et d'autres qui arriveront. Il y a une richesse d'apprentissage qui est très importante, avec laquelle, des fois, il est difficile de se repérer. Et l'avantage du rapport qui a été fait, et j'ai salué bien sûr l'équipe qui a été affairée là, à essayer de monter ce rapport-là, c'est qu'il vient avec une perspective originale rechercher les éléments essentiels qui ont configuré cette évolution-là à Montréal et il les met de l'avant d'une façon à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'angles qui n'aient pas été vus. Et bien sûr, leurs recommandations se profilent en fonction de comment s'est organisée la santé publique actuellement, donc on doit en prendre note. Mais chose certaine, c'est qu'ils font bien ressortir la complexité de la situation de Montréal exposée à une telle pandémie. Montréal, c'est différent, on le sait tous, vous vivez ici, ou en tout cas, vous êtes très impliqués ici, là, visiblement. Et la complexité de Montréal, ces dimensions, bien sûr, urbaines, mais aussi culturelles, les inégalités qu'on y retrouve, les dispositions des différentes communautés, les interrelations qu'on doit avoir, la richesse des partenariats ou ceux qui sont à être établis ou ceux qui sont à renchérir ou à aller chercher encore, fait en sorte que c'est pas évident spontanément de se donner un plan et on a senti que le modeling through à travers cette période pandémique-là a été assumé avec leadership, fondé sur la science, fondé sur les meilleures données possibles qui ont été propulsées dans des dispositions complexes là, internationales, nationales, puis ramener ça à des dimensions régionales. Donc, il y avait une grande complexité à faire ça et moi, je ne peux que, sans condescendance, là, remarquer la force du leadership de l'établissement, des établissements, de la direction de santé publique en particulier, parce que c'est de ce dont on parle ici, pour mener à bien cette route complexe, puis parsemée d'embûches, parce qu'il y en a eu plusieurs, et de surprises aussi. Donc, essayer de faire ressortir tout ça dans un rapport, c'est remarquable. Ça va nous être riche comme inspiration. Visiblement, les autres régions auraient le goût de se donner cette occasion de réflexion
Vous l'avez fait à Montréal, ça peut porter surtout pour Montréal, mais je pense qu'il y a des dimensions là-dedans qui sont riches de sens pour tout le monde et pour nous aussi, bien sûr, au niveau ministériel. Donc, je veux surtout féliciter le travail qui a été fait et de me permettre de vous dire que ce n'est qu'une étape dans la progression, d'abord, bien sûr, de cette pandémie-là, là, qui n'est pas encore complétée, puis qui devrait l'être d'ici quelques jours, là, avant de tomber dans une autre. Là. Non, mais tu sais, je ne veux pas vous dire tout ce qu'on va dire demain, mais Mylène le sait, elle l'a même un peu dit aujourd'hui, fait que cela étant dit, elle comprend ce que je veux dire. Mais ceci étant dit, je crois qu'on a quelque chose de très bien entre les mains, puis qui va être intéressant d'entendre les panélistes. Là, je vais essayer de rester le plus longtemps possible pour entendre ces différents points de vue-là. Ça va tous nous aider, mais je veux surtout, là, bien sûr, reconnaître le travail qui a été fait, le soin qui a été mené à une analyse complète et inductive de recommandations qui sont challengeantes pour certaines d'entre elles, pour plusieurs dimensions et pour nous aussi. Alors, un grand merci, félicitations, puis je vous souhaite un bon panel, puis une bonne suite pour absorber tout ça, parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Fait que merci beaucoup. Merci. Vous pouvez aussi passer ma photo, c'est correct. Merci. On va être unanime dans ce choix. Donc, bonjour tout le monde. En fait, je suis ici pour un remplacement à M. Richard Liebman, qui est directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur de sécurité civile de l'agglomération de Montréal. Ça prend un petit souffle souvent après son titre. En fait, malheureusement, M. Liebman, il ne peut pas être avec nous ce soir, donc je vais parler en ces mots, mais aussi comme représentante de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal. Donc, malgré son absence, c'est quand même un plaisir extraordinaire pour moi d'être avec vous et j'aimerais beaucoup là, parler ce soir ou dans mon petit 5 minutes avec un ton de remerciement envers la santé publique et de reconnaissance de notre collaboration tout au long de la pandémie. Comme vous le savez, Montréal a fait face à plusieurs événements d'envergure au courant des dernières années. On pense notamment aux inondations de 2017 et 2019, aux chaleurs extrêmes de 2018, qui ont nécessité la mobilisation de centaines d'intervenants municipaux et de partenaires et d'organismes autres que la ville même, incluant évidemment la santé publique. Avec la population qui continue à croître, l'urbanisation, la densification urbaine et les changements climatiques qui se font déjà sentir, on ne peut juste penser qu'on va faire face à d'autres événements de plus en plus grands en ampleur, mais aussi en fréquence et en impact, qu'elles soient de nature naturelle, technologique ou biologique. Nul besoin de vous dire qu'après 3 ans du premier cas de COVID à Montréal et dans les jours qui ont suivi l'activation du plan de sécurité civile de l'agglomération, la COVID-19 est et probablement demeurera, ou du moins on le souhaite, la plus grande mesure d'urgence qui a jamais eu lieu à Montréal. Elle a mobilisé plus d'intervenants, de personnes au privé, de partenariats et tout le reste. Elle a affecté chacun des citoyens et citoyennes. Elle a affecté chacun et chacune d'entre nous de façon directe ou indirecte. En effet, si certaines urgences comme la pandémie sont à la base sanitaire et nécessitent un soutien de l'organisation municipale, alors que d'autres sont prises en charge par la municipalité, mais nécessitent un soutien de partenaires comme la Direction régionale de santé publique, le rôle de nos organisations demeure le même, soit de collaborer afin d'assurer une réponse coordonnée, cohérente et efficiente qui permet d'offrir les meilleurs services possibles aux Montréalais et aux Montréalaises en situation de crise. Dans le cas de la COVID-19, il va sans dire que la Direction régionale de santé publique de Montréal nous a offert un soutien indispensable par son expertise tout au long de la pandémie. Cette expertise s'est notamment traduite par un soutien continu de l'interprétation de nombreux décrets gouvernementaux, parfois très complexes, par un soutien à l'aménagement de dizaines de pôles de services d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance, par ces incomparables et innombrables conseils nécessaires au maintien de nos activités municipales, par son soutien visant à préserver la santé et sécurité de nos travailleurs et travailleuses,
et, par-dessus tout, à ses efforts continus et persistants pour assurer le maintien de l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population montréalaise. Face aux efforts soutenus et extraordinaires du partenaire inestimable de Montréal, nous espérons que l'agglomération a pu, en retour, offrir un soutien aussi important, même si pas aussi direct. On souhaite sincèrement avoir été utile dans notre participation, notamment à la mise en place de cliniques de dépistage et vaccination, la communication à la population, l'application des ordonnances sanitaires, la mise sur pied de toute cette urgence, incluant ceux en zone rouge pour les personnes en situation d'itinérance déclarées positives à la COVID-19. Dans ce contexte, nous souhaitons aujourd'hui souligner l'importance de poursuivre et d'accroître la collaboration entre nos deux organisations dans le but de pouvoir faire face adéquatement à tout type de sinistre futur, qu'il soit de nature sanitaire ou autre. Notre partenariat nous rend mutuellement plus forts, mieux outillés pour répondre de manière efficace aux urgences, et ce, selon nos rôles et responsabilités respectives. Dans tous les cas, cette collaboration étroite entre nos organisations nous permet de mieux protéger les personnes, d'assurer leurs besoins essentiels, de sauvegarder les biens et l'environnement. Ultimement, ce sont les Montréalais et Montréalaises qui en bénéficieront le plus. À ce chapitre, sachez que Montréal sera toujours présente pour soutenir la Direction régionale de santé publique dans sa gestion des urgences sanitaires ainsi que dans la réalisation de ses mandats, dans l'atteinte de ses objectifs, tout comme nous savons pertinemment qu'elle sera disponible pour nous aider à mieux faire face aux sinistres futurs, que ce soit en prévention de ces sinistres ou en préparation de nos interventions. En espérant que les prochaines années nous offrent un peu de répit, quand même, nous devrons s'en servir pour assurer une amélioration de nos façons de faire entre nos deux organisations et de nous rendre plus résilientes, chacun, aux événements qui peuvent survenir sur notre territoire montréalais, et ce, même quand on s'en entend le moins. Sur ce, je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis et j'aimerais offrir un remerciement personnel, encore une fois, à Dr. Drouin, à Dr. Kaiser, et vous dire essentiellement que, David, je suis encore aujourd'hui un peu gênée du nombre d'appels qu'on a fait pendant les 2 ans et demi de temps. Jusqu'à ce jour, j'hésite à chaque fois que je mets ton numéro sur mon téléphone parce que je me dis que c'est rendu abusif. Donc, un gros merci. On n'aurait jamais pu passer à travers comme agglomération si on n'avait pas eu votre soutien et on espère vraiment pouvoir le poursuivre et tout simplement élargir notre collaboration dans le futur. Bonne soirée. Bien, merci beaucoup, Mme Maletto et M. Luc Boileau, pour vos interventions. Votre mot d'ouverture donne vraiment le ton. Et maintenant, on va débuter le premier bloc de discussion ce qui porte sur les bons coups. C'est indiqué, on va voir les noms des panélistes. Je vais les présenter. J'inviterai tout d'abord la directrice service de la diversité et de l'inclusion sociale à la Ville de Montréal, Nadia Bastien. Vous pouvez venir me joindre. Bienvenue, bienvenue, prenez place. Le conseiller cadre aux relations médias du CIUS, Centre-Sud de l'Île de Montréal, Jean-Nicolas Aubé. Bienvenue. La directrice générale du réseau Réussite Montréal, André Maillé-Ferland. Merci d'être avec nous. Et en terminant, la porte-parole du Conseil citoyen du réseau Résilience Aînés Montréal et citoyenne partenaire du comité de pilotage du RRAM, Madame Denise Veilleux. Bonsoir, merci d'être là. Merci, merci, merci. Avant de débuter la discussion avec vous, je vais inviter à nouveau Dr. Drouin. Vous allez nous introduire, en fait, ce premier bloc. Merci beaucoup. Oui. Je vais juste prendre quelques minutes parce que, évidemment, les gens n'ont pas eu la chance là, de lire le rapport, donc de vous dire un petit peu comment on a structuré le rapport, quelques messages clés. Et donc, la première section du rapport est vraiment un regard sur la pandémie, où on expose, là, pour commencer, dans cette section-là, évidemment, toute la structure de la réponse à la pandémie avec la mission santé. Nos gens du CIUS, l'équipe de Caroline Sablon est présente, et de Liette, évidemment, où on voit clairement que la santé publique dans la mission santé, c'est un des 6 volets de la réponse en tant que telle. On y expose aussi dans cette section-là, évidemment, le plan, les spécificités de la réponse de santé publique. Tout à l'heure, j'énonçais les 2 objectifs qui sont de contrôler la transmission, mais aussi de mitiguer les impacts collatéraux. Donc, notre réponse de
santé publique et vous allez voir tout à l'heure, les recommandations sont structurées en fonction de ces éléments de réponse. Donc, on dirige évidemment on coordonne, je dirais, la réponse avec les partenaires, le volet de la contrôle, la transmission qui a été vraiment au cœur de nos actions, la communication du risque et l'engagement des populations partenaires et évidemment la mitigation des impacts collatéraux auprès des populations les plus vulnérables. L'autre élément que je souhaitais quand même qu'on expose aussi, c'est un petit peu l'intersection dans laquelle on s'est retrouvés pour coordonner, dans le fond, l'action à travers un ensemble de milieux qui devaient prévenir, évidemment, prévenir et gérer des éclosions. Donc, évidemment, il y a les milieux de vie et dans la communauté. Tout à l'heure, on a parlé de l'itinérance, mais il y avait aussi tout ce qui était le milieu carcéral, les lieux cultes, évidemment, les nombreux organismes communautaires, les milieux de soins et tout le réseau de la santé avec qui on a travaillé plus spécifiquement avec une action plus marquée en CHSLD et RPA. Les milieux de garde, le milieu scolaire à Montréal, je tiens à le dire, c'est plus de 500 000 jeunes quand on regarde nos écoles primaires, secondaires, 12 cégeps, 13 collèges, 10 universités. Donc, c'est un milieu qui foisonne de jeunesse et de richesse. Et évidemment, les milieux de travail, incluant aussi tous ces milieux dans la communauté qui nous ont des fois... les gyms, les bars et les restaurants qui ont corsé un petit peu les choses. Il y a toute une section où on essaie d'expliciter un petit peu l'histoire de la pandémie à travers ces 6 vagues, où on regarde évidemment, puis ce qui ressort de l'ensemble des vagues, évidemment, ce sont que les personnes âgées ont été évidemment les plus durement touchées. On le sait, Montréal comme épicentre, avec plus de 3000 morts durant la première vague, dans des circonstances pas toujours pour lesquelles on va avoir des leçons apprises aussi. Et on essaie de raconter l'histoire de chacune des vagues en y explicitant les faits saillants, les défis rencontrés et les innovations ou les mesures qu'on a pu mettre en place pour tenter d'y répondre. À travers tout ça, il y a des vignettes sur des bons coups que vous avez fait dans vos organisations, que ce soit la réponse au niveau de l'itinérance, certains éléments de vaccination, évidemment, de la vaccination en anneau et autres mesures mises en place. Souvent, c'est difficile de comparer les vagues entre elles lorsqu'on regarde, évidemment, juste les cas, parce qu'on le sait, le virus n'avait pas les mêmes caractéristiques d'une vague à l'autre. On n'avait pas les mêmes outils de dépistage, que ce soit les indications. La capacité de dépistage n'était pas là au début. Des fois, c'était les indications, après ça, les tests rapides. Donc, c'est assez difficile avec les indicateurs de cas ou d'hospitalisation d'arriver à comparer une vague avec l'autre. Par contre, évidemment, l'indicateur de surmortalité, donc le nombre, la surmortalité par rapport à ce qui est attendu dans des années antérieures est probablement un des indicateurs qui nous aide à apprécier une certaine performance de la gestion pandémique. On le sait évidemment que la première vague a été foudroyante pour la grande région de Montréal. On a aussi une surmortalité à la 5e vague qui était celle de janvier dernier avec Omicron, où là, l'approche supplétive était quasi impossible à implanter, sachant évidemment que les mesures populationnelles étaient moins strictes. Mais un des succès que je souhaite quand même souligner et qu'on souligne aussi dans le rapport, c'est le petit encadré d'avril à mai 2020. Je suis tout le temps mêlée dans les années. J'ai l'impression d'avoir perdu 2 années dans ma vie, là, 2021. C'est vraiment le fait qu'on a été capable d'éviter, en utilisant au mieux l'ensemble des outils qu'on avait entre nos mains, la 3e vague pour la grande région de Montréal. Ça avait été évidemment des mesures populationnelles, une approche suppressive dans notre gestion des cas contacts, une approche suppressive dans la gestion des éclosions dans vos milieux et évidemment la vaccination en anneau qu'on a pu faire à la fois auprès des itinérants, mais aussi dans 2 quartiers là, du centre-ouest. Je vois Lucie Tremblay ici, là, qui était toute une opération, mais qui a fait une différence et pour lesquelles on a même réussi à publier les résultats dans le JAMA. Donc, clairement, c'est un des bons coups que je souhaitais mettre en évidence. Il y a une section, évidemment, sur les inégalités sociales de santé, où on démontre, où on met en évidence certaines inégalités qu'on a réussi à mesurer. On aurait aimé ça aller plus loin pour mesurer ces inégalités, mais on le sait, évidemment, les populations n'étaient pas exposées de manière égale aux risques qui étaient à la menace, qui était la COVID.
pensons à nos travailleurs essentiels à la première vague. Évidemment, les impacts collatéraux étaient aussi répartis de manière différenciée, perte d'emploi, capacité d'étudier à distance, l'accès à Internet, etc. Et aussi l'accès aux mesures de protection et de prévention, la capacité à s'isoler, la capacité à avoir des congés de maladie pour aller se faire tester. Mais heureusement, on a beaucoup travaillé en vaccination pour réduire ces barrières d'accès et ça a été un des succès aussi. Les impacts collatéraux, sans aller dans le détail, on a réussi à publier avec les données qu'on a réussi à aller chercher différentes enquêtes à documenter des impacts collatéraux auprès de la santé mentale, la population, l'insécurité alimentaire, la hausse de la consommation d'alcool et de cannabis en termes de consommation journalière, la violence conjugale en termes de facteurs de risque, mais aussi de hausse de la prévalence durant les périodes de confinement. Et somme toute, un des constats, puis on va le voir dans les recommandations, qu'on retrouve dans les recommandations, c'est cette nécessité pour des futures crises d'avoir un système de surveillance des impacts collatéraux plus robuste pour nous soutenir dans la prise de décision. Et finalement, il y a une section sur la communication et l'engagement de la population. Et somme toute, quand on regarde un peu les résultats de sondage, évidemment, on le sait, on a entendu parler beaucoup on entend beaucoup dans les médias sociaux ceux qui ne sont pas d'accord, et il y a eu beaucoup de désinformation, mais lorsqu'on regarde les sources crédibles d'information et la confiance en l'information, la santé publique et le gouvernement demeurent quand même dans les sources qui ont maintenu une bonne crédibilité à travers les différentes vagues. Et clairement, c'est quelque chose sur lequel on doit maintenir un travail, parce qu'on le sait que nos réseaux sociaux travaillent très fort contre nous souvent, mais la confiance et la cohérence de nos messages sont gages d'une bonne santé mentale en situation de crise. Donc, je vous laisse poursuivre. Bien, merci beaucoup, Dr. Drouin. Vous avez vraiment bien synthétisé beaucoup d'informations. Donc, ça nous lance vraiment bien sur ce premier bloc où on va voir les bons coups, les apprentissages à tirer. On se doute que dans chacune de vos organisations, il y a eu moult défis pendant la pandémie. Mais on se doute et on espère, en fait, on le sait, qu'il y a eu de très bons coups aussi. On veut prendre le temps de justement les mentionner. Et ce soir, et Mme Bastien, du côté du service de la diversité et de l'inclusion sociale à la Ville de Montréal, qu'est-ce qui a été marquant? Qu'est-ce qui émerge comme bon coup, là, comme apprentissage? Oh, j'ai un beau sourire ici, là, c'est ça. Parce qu'en fait, ça a été difficile de choisir lesquels de ces bons coups en termes de collaboration mettre de l'avant. Mais je commencerai par dire, puis ça a été dit à plusieurs reprises, là, quand même, la pandémie est venue, on le sait, mettre en lumière plusieurs inégalités sociales, des conséquences qui en découlent, puis surtout toutes les inégalités qui subsistent sur le territoire. Mais pour regarder les choses de manière positive, je pense que ça a aussi été l'occasion une opportunité, en fait, puis je regarde autour de la salle tous les acteurs de changement, je vais nous donner nous accorder ce chapeau-là, d'aller plus loin dans notre volonté de faire mieux, de faire plus ensemble. Donc, en termes d'apprentissage, j'en ai 3, puis je vais essayer d'illustrer chacun d'entre eux avec un exemple bien concret dans le temps qui nous est imparti. Donc, le premier, je pense que ça a été vraiment une belle occasion de travailler ensemble, mais de faire preuve d'agilité aussi dans nos organisations, qu'on va se le dire, ne sont pas tout le temps connus pour leur agilité, mais là, c'était l'occasion de mettre ces éléments-là à profit. Puis l'exemple que j'ai, c'est la cellule de crise en sécurité alimentaire parce que dès les premiers jours, on se rappellera, mi-mars, l'enjeu de l'insécurité alimentaire, les banques alimentaires est ressorti très fortement comme étant un enjeu partout sur l'ensemble du territoire. Et rapidement, au bout de quelques appels, on se rendait compte que plusieurs acteurs régionaux, puis on était tous en train de vouloir faire un même état de situation. Où étaient les besoins? Quelles étaient leur ampleur? Quelle quantité? Dans quel quartier? De manière plus spécifique. Et de cette volonté-là est venue l'évidence pour nous tous de venir mutualiser nos efforts, puis de partager nos portraits, notre lecture, puis de se partager également nos actions qu'on avait l'intention de mettre en commun. Donc, bien évidemment, les équipes de la DRSP, le service régional du Sud, du Centre-Sud, dont plusieurs représentantes, collègues sont ici aujourd'hui, Centraide, Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners, le Conseil SAM, la Coalition montréalaise des tables de quartier, tous des acteurs qui se sont mis ensemble pour apporter une réponse pertinente, en tout cas la plus pertinente possible, à ces enjeux-là de sécurité alimentaire. Deuxième apprentissage,
l'importance de nouvelles collaborations, mais aussi de la consolidation de plusieurs collaborations ou des manières de faire ensemble et de faire rapidement. Donc, encore notre agilité. Ma collègue Annick Maletto du Centre de sécurité des mesures d'urgence est venue parler tout à l'heure de tout ce qui a été mis en place très rapidement en réponse aux personnes en situation d'itinérance. Également, là encore, j'interpelle les collègues du CIUS Centre-Sud, l'équipe régionale avec lesquelles on a beaucoup travaillé pour justement innover et faire différemment en termes d'installation de centres de jour à air ouvertes pour les personnes en situation d'itinérance, des unités mobiles, vraiment toutes sortes d'exemples qu'on a pu mettre en place. Puis enfin, le troisième et dernier exemple que je nommerais comme piste d'apprentissage qu'on a eu, c'est vraiment de travailler de manière intersectionnelle. On travaille tous, je pense, en général, pour l'ensemble de la population, pour le citoyen moyen. Là, ça a été l'occasion pour nous tous de travailler ensemble à essayer de rejoindre de manière plus spécifique des populations qui avaient peut-être plus de barrières d'accès, notamment au niveau de la communication. On a travaillé au niveau des communications multilingues. Ça a été une époque où, justement, il y avait énormément de consignes de santé, des consignes qui évoluaient et qui changeaient au fur et à mesure. Donc, de s'assurer que la population allophone de Montréal avait accès à l'information en temps réel, donc en traduisant dans plusieurs langues la plupart de ces consignes-là, ça a aussi été une belle occasion de collaboration parmi plusieurs acteurs d'entre nous. C'est des exemples éloquents, en fait, d'agilité puis de collaboration. Puis dans toutes ces actions-là, qu'est-ce que vous aimeriez voir pérenniser, en fait? Vous avez des suggestions, j'imagine? Oui. Absolument, absolument. Le fil conducteur de tous ces messages-là, je pense que ça a été cette collaboration qui s'est instaurée, le fait de travailler ensemble, de mutualiser nos ressources. Donc, je pense que cette idée-là de venir s'assurer de la pérenniser dans le temps, je pense que c'est le défi. On a parlé dans le rapport, il est beaucoup fait allusion de cette nécessité-là de se préparer, d'anticiper de prochaines crises et de savoir mieux travailler ensemble. Donc, je pense que cette notion de collaboration, je pense que ça se fait déjà. J'ose nommer, par exemple, une instance qui a été mise sur pied récemment avec plusieurs d'entre nous, justement, l'instance des investisseurs sociaux, en fait, l'instance stratégique sur les investissements sociaux, justement pour s'assurer qu'ensemble, comme acteurs régionaux, on ait le moins d'angles morts possible, qu'on s'assure que ce soit, qu'on mise sur nos leviers complémentaires au niveau de nos missions, nos actions collectives, pour vraiment s'assurer qu'on n'ait pas d'angle mort, que ce soit dans nos interventions auprès de groupes de populations qui sont peut-être plus à risque de vivre des vulnérabilités ou de certains quartiers qui, pour toutes sortes de raisons, peuvent être plus difficiles à rejoindre. Donc, comment s'assurer vraiment de mettre en commun nos leviers complémentaires. Formidable. C'est positif, c'est inspirant, puis c'est déjà en train de se mettre en place. Donc, c'est un chemin qui est tracé puis qui permet de s'inspirer de ces belles actions-là. La collaboration, c'est la clé, hein? Merci beaucoup. Merci. Vous me regardez avec un beau sourire. Même si vous m'avez demandé de vous tutoyer, je ne le ferai pas. Je vais vous dire, je suis vraiment contente que vous soyez tous ici. Pendant la pandémie, vous avez œuvré au niveau des relations médias et des communications au CIUS Centre-Sud, on l'a mentionné tout à l'heure, en soutien à la Direction régionale de la santé publique. Bon, c'est quoi les grandes leçons apprises, là? C'est une grande question. C'est une grande question à laquelle vous vous êtes préparé à répondre. Là, je suis arrivé ici, j'ai dit que j'allais me ramasser en 2 minutes 30, mais vous vous doutez que ça va durer plus que 10 minutes. Non, cela dit. Je n'ai pas la réponse, mais je sais que vous avez beaucoup d'enthousiasme et que vous êtes prêts et je suis tout oui. Bon, alors premièrement, je veux prendre le temps de remercier Dr. Drouin pour cette invitation. Pour moi, c'est très inhabituel d'être dans cette chaise-ci, puisque j'ai passé la pandémie dans votre chaise, Mme Diane. Celle-là même? Pas celle-là, là, mais Mon Dieu! Alors, merci beaucoup, Dr. Drouin. J'en profite pour saluer aussi Dr. Boileau, qui a quitté la salle, mais tout de même, et Mme Maletto, collègue panéliste, et tout le monde dans la salle. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Alors, pendant la pandémie, j'ai eu le plaisir d'accompagner Dr. Drouin pendant ses multiples conférences de presse, avant ses conférences de presse, après ses conférences de presse aussi. Je travaillais beaucoup avec Sonia Bélanger, qui était la PDG du CIUS du Centre-Sud. Je travaille comme gestionnaire des relations médias au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Alors, on a fait pendant 2 ans près de 100 conférences de presse à un rythme qui suivait beaucoup celui de Québec. Un certain temps, c'était toutes les semaines. On faisait partie de cette gymnastique de points de presse qui peuplait la télévision pendant la pandémie. Donc, il y avait les points de presse de Québec, qui étaient suivis souvent par le point de presse de la Direction régionale de santé publique de Montréal.
afin de préciser l'état de la situation sur la COVID à Montréal. Et c'était un point de presse qui était nécessaire et, on va se le dire rapidement, très apprécié et demandé par les représentants des médias montréalais. De par notre position qui est à 2 coins de rue de la majorité des médias nationaux, on aurait eu beaucoup de difficultés à se défiler de ces derniers. Alors, les médias venaient nous voir à chaque semaine. Ça a été un grand apprentissage de voir, évidemment, de voir gérer cette masse incroyable de médias, mais aussi... ça a été très agréable de voir Dr Drouin se développer en excellent porte-parole, je dois le dire. Je ne suis pas payé pour le dire. Alors, pour moi, cette présence soutenue de la Direction régionale de santé publique de Montréal dans la sphère publique, c'est un des grands gains de la pandémie. Jamais la santé publique n'a été aussi présente dans les médias et jamais son message n'a autant porté sur autant de tribunes en même temps que pendant la pandémie. On sortait avant, là, mais c'était jamais à une fréquence aussi soutenue. Et dans ma proximité avec le CIUS du Centre-Sud et Dr Drouin et la Direction régionale de santé publique, j'avais 3 grands concepts qui nous ont vraiment suivis pendant la pandémie, qui sont toujours les mêmes. Avant chaque conférence de presse, évidemment, il y avait mes collègues de l'équipe des communications aussi, mais je disais toujours à Mylène, parce qu'on se parlait comme ça, je disais, on s'en tient à 3 messages, pas plus, parce que sinon, on va perdre la population. 3 messages, 3 chiffres, parce qu'en plus de 3 chiffres, les gens vont tout oublier. C'est important dans nos messages de parler à la population. Et la clé pour parler à la population, c'est de se mettre dans les souliers des gens qui vivent la pandémie et de se poser la question, qu'est-ce que ces gens-là ont besoin de se faire dire et que veulent-ils se faire dire? Et à partir du moment où on identifie cet élément-là, eh bien, c'est facile de construire après ça nos messages pour les orienter vers des choses qui ne viendront pas complètement à l'encontre de ce que la population s'attend et a besoin d'entendre. Alors, c'est avec cette pensée-là un peu qu'on a fait nos points de presse et ça nous a quand même bien servi. Faut se dire c'est tout un exercice, là, parce que la population a plusieurs visages, on va se le dire. Bien, on parle de plusieurs visages, puis je pense que... on en parlait quelques instants. À Montréal, c'est une ville qui est représentée par... il y a plusieurs communautés, Montréal est une ville très riche et puis ça a été, je crois, un des grands défis de la pandémie, mais aussi une des grandes réalisations de la Direction régionale de santé publique, de travailler de proximité avec toutes ces communautés culturelles. Je vois David Kaiser qui a fait ça beaucoup, il faut le mentionner. David, pendant la pandémie, a passé des moments... il a travaillé très fort pour s'assurer que les messages de la Direction régionale de santé publique portaient au sein de ces communautés-là. Et c'est la clé, parce que c'était important pour la DRSP, pour que tout le monde, toute la population de Montréal ait accès aux mêmes messages. Parce qu'il faut se le dire, il n'y a pas une campagne médiatique qui va être capable de rejoindre toute la population. Donc, c'était un des grands devoirs, c'était une des grandes réalisations. Puis, notre travail, notre collaboration de tous les instants avec les représentants des médias, bien, ça nous a permis aussi de venir agir contre la désinformation. C'était important d'être présent souvent, mais c'était aussi important d'être présent pour venir clarifier l'information. Donc, cela dit, je crois qu'il est important que le travail que l'on a fait comme Direction régionale de santé publique et qui a été fait à l'échelle de Québec se poursuive, que la présence de la santé publique demeure quand même régulière, mais pas trop dans les médias. Mais qu'on demeure là, il faut trouver un juste milieu. C'est ça. Et par ailleurs, je crois qu'il est aussi important là, que ce travail de fond-là avec les communautés culturelles se poursuive, parce que c'est important. Je veux dire, Montréal, c'est la richesse de cette merveilleuse ville-là. C'est chacun des résidents qui l'a fait. Donc, en terminant, je voulais juste remercier tout le travail qui a été fait par Dr Drouin pour tout son travail médiatique pendant la pandémie. Parce que comme personne de relations médias, d'avoir une porte-parole exemplaire comme elle et comme toutes les personnes de la direction régionale qui ont répondu présent pendant la pandémie, c'est très précieux. Et je dois aussi prendre le temps de dire merci à tous les collègues des communications du CIUS Centre-Sud, parce que derrière chaque conférence de presse, il y avait une armée de gens qui s'activaient pour rendre possible chaque conférence, chaque graphique, chaque carton qu'on montrait. Ça n'aurait pas été possible sans le travail acharné de tout le monde. Votre travail était vraiment essentiel et indispensable. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous avez été si succinct. Bien, je dis ça souvent, je dis aux gens qu'il faut qu'ils se ramassent. Donc, voilà, j'essaie de me ramasser. Vous avez acquis l'expérience en synthèse, j'imagine. Mais j'aurais envie quand même de prendre peut-être une petite minute parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Pour savoir, dans vos stratégies, en fait, pouvez-vous nous donner un exemple de stratégie que vous avez prise plus précisément pour vous mettre dans les chaussures? Un exemple qui n'est pas celui de la COVID, mais un exemple qui est très récent, c'était quand on...
Non, mais je vais parler questionne. de quelque chose qui nous a tenus occupés cet été, c'était la variole simienne. Oui. Et une des premières sorties médiatiques qu'on a faites, on s'en allait parler de variole simienne après 2 ans à parler de pandémie. Et puis, on était dans le bureau avec Mylène et je me souviens très bien d'avoir dit, là, ce qui est important, c'est pas ce virus-là. Ce que les gens veulent savoir, c'est, je vais-tu pogner ça en allant faire mon épicerie? Hein? C'est ça la question que tout le monde se pose. Tu sais. Et très rapidement, Dr. Drouin a placé ça dans sa conférence de presse. Elle a dit, bon là, ce qu'on veut que les gens sachent d'entrée de jeu, là, c'est que vous n'irez pas prendre ça en prenant vos oranges dans le rayon des fruits chez Métro. Et c'est la citation qui a été reprise partout. Et quand on parle, premièrement, il faut parler en clip, il faut parler en clip. Donc, on parle en clip, on parle court, on se ramasse. Mais quand on parle avec ce que la population a besoin d'entendre et quand on leur dit ce qu'ils veulent entendre, ben, c'est récupéré. Puis notre message a été très porteur. Bravo. C'est un très bel exemple. Bravo. Du concret. Ben oui, un travail d'équipe. Mais c'est ça, c'est d'y aller, dans le fond, au concret, vraiment, vraiment se demander c'est quoi les préoccupations de monsieur, madame, tout le monde en général et en particulier aussi en travaillant de concert. Absolument. Puis aussi, il faut toujours être conscient de ce qui se passe dans l'actualité. Tu sais, avant chaque conférence de presse, il y avait un briefing qui se faisait sur, bon, là, dans les dernières minutes, il s'est dit ça, il faut savoir ça, il faut avoir conscience de ça, pour être sûr que nos porte-paroles n'étaient pas prises par surprise. Puis, on ne se cachera pas non plus qu'il y avait peut-être de la petite communication qui se faisait pendant les points de presse via téléphone cellulaire, parce que pendant que nous, on parlait, des fois, Santé Canada agissait. Donc, c'était quand même une gymnastique communicationnelle importante. Oui, l'adaptation, la flexibilité est une qualité qu'on a tous développée à différentes échelles et particulièrement. 7000 dossiers médias en 2 ans au Centre-Sud, dont une grande partie liée à la pandémie. Donc, à chaque dossier média venait un appel souvent vers un porte-parole qui nous répondait avec un sourire et un peu de fatigue. Un peu de fatigue. Merci beaucoup. De rien. Merci. Monsieur Aubé, Madame Mahé-Périard, de par votre mission, en fait, au réseau Réussite Montréal, vous aviez assurément vécu des défis importants dans la réalisation de votre mission en contexte pandémique. J'aimerais vous entendre sur les apprentissages majeurs qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui s'inscrit là? En fait, que la ligne toute tâche connexe, c'est très important dans une description de poste. Celle-là, hein? En fait, je me souviens encore au printemps 2020, quand la santé publique m'a appelé pour me dire « André, les écoles sont fermées, il faut qu'on se parle avec les dirigeants scolaires. » Puis bon, le lendemain matin, tout le monde était assis autour de l'appel, tous les dirigeants scolaires avec Mylène Drouin, puis rapidement, on a mis en place le comité de mitigation. Notre première intention, c'était de mitiguer les effets de la fermeture des écoles sur les enfants. Finalement, notre plus grande mitigation, ça a été de garder les écoles le plus ouvertes possible. Ça a été ce qu'on a vraiment réussi à faire ensemble, mais on s'est parlé toutes les semaines. Toutes. Chaque fois qu'on a dit, on est capable de passer aux 2 semaines. Non. Toutes les semaines, sauf à la fin, peut-être. Puis, en fait, tout le monde ici, moi, je trouve un apprentissage, c'est que on a réuni le bon étage. Hein? On a mis en place le mécanisme dont on avait besoin. C'est-à-dire, cette table-là n'existait pas avec toutes les CIUS, les commissions scolaires, la ville, la santé publique. Puis, on a mis en place le mécanisme dont on avait besoin. On a fait circuler l'information. Il ne faut pas oublier. Là, au début, les écoles étaient fermées, mais après, ça a été un des seuls milieux, à peu près, à part les hôpitaux, qui étaient ouverts tout le temps. C'était les directions d'école qui annonçaient aux parents que là, ils restaient chez eux avec leurs enfants, puis qui devaient aider à faire toutes les enquêtes, puis toute la stratégie là, de suppression dont il a été question. Donc, il fallait obtenir leur collaboration. Puis pour obtenir la collaboration des gens, bien, il fallait être capable de s'échanger des informations stratégiques, voir venir, pas se dire ce qui s'en vient avant que ce soit décidé. Il y avait vraiment une époque, puis ça a duré longtemps, là, où la mairesse de Montréal, elle savait que les écoles étaient pour rester fermées, puis que les DG des centres de services scolaires, ils l'apprenaient à la conférence de presse. Puis si vous pensez que ça s'est réglé vite, ça ne s'est pas vraiment réglé vite avec le ministère de l'Éducation. Ça a été très long avant qu'ils aient le privilège d'avoir une petite réunion 15 minutes avant la grosse conférence pour savoir ce qu'elle allait être annoncée. Donc ça a été un lieu d'échange tactique
où les gens, après ça, rentraient dans leur organisation. On ne venait pas changer le fonctionnement des CIUS ou des centres de services scolaires ou des écoles ou changer les directives ministérielles. On trouvait comment travailler autour de ça dans le contexte montréalais pour faire en sorte que les gens aient la capacité de voir venir et de porter action puis d'outiller leur équipe pour être capable là, de faire face à la musique. Donc là, ça, je pense que ça a été quand même un bon coup. Puis je pense que grâce à ça, on a quand même réussi à parfois, moi, je suis en contact avec plein de collègues dans plein d'autres régions. Somme toute, on n'a pas tant fermé que ça. La panique n'a pas pris dans le milieu scolaire à Montréal parce qu'on se parlait. Puis on était capable d'échanger des informations. Puis c'est ça, d'échanger des informations stratégiques puis tactiques parce que ça aide aussi à se donner les moyens d'avancer. Oui, puis découlant de ça, qu'est-ce que vous aimeriez comme pérenniser comme action au sein des réseaux là, de scolaires? Bien, en fait, ça serait le fun que les têtes de réseau continuent à se parler une fois de temps en temps. Garder parce ce que là, toutes les autres réflexe-là. instances ont repris leur fonctionnement, puis c'est correct, là, c'est ce qu'il fallait faire. Mais je pense que ça, les gens ont appris à se connaître, à se respecter, à comprendre aussi le contexte organisationnel dans chacun les uns et les autres évolue. Là. C'est gros un CIUS. C'est gros le ministère de la Santé, c'est gros un centre de services scolaires. Donc, bref, ça, je pense qu'il faudrait trouver le moyen de... Mais il faut que la discussion soit tactique, hein, juste se parler, il faut être capable... Mais en fait, l'urgence a fait en sorte que les gens étaient capables de mettre un petit pied à côté puis de s'échanger des informations un petit peu plus stratégiques. C'est ça que j'aimerais qu'ils se poursuivent parce que c'est comme ça qu'on va réussir à régler des problèmes complexes à Montréal. Puis à continuer à voir venir aussi, là. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup. Merci. Madame Veilleux, vous êtes porte-parole du Conseil citoyen du réseau Résilience Aînés Montréal. Vous œuvrez aussi au sein du réseau au développement de la résilience individuelle et collective, donc auprès des personnes âgées toujours, des apprentissages qui pourraient ou même devraient, selon vous, être pérennisés là, pour atteindre cet objectif-là. Bien, avant de parler de pérennisation, j'aimerais préciser, je ne suis pas sûre que tout le monde sait ce qu'est le RAM, le réseau Résilience Aînés Montréal. Donc, j'aimerais d'abord vous dire que c'est une formidable initiative qui vient de l'audace, oui, disons-le, de David Kaiser, qui est à l'équipe aînée, bien sûr, mais bien sûr, surtout de Dr. Mylène Drouin, qui a aidé, approuvé, lancé ce réseau-là. Paul Lebel, médecin, je ne suis pas capable de donner tous ses titres, elle en a trop, Valérie Lemieux aussi, qui ont présenté un projet qu'on appelle le Plan d'impact collectif des fonds fédéraux, programme Nouveaux Horizons, pour ce formidable réseau-là. Et ce réseau, c'est à la fois des acteurs institutionnels comme, bien sûr, la DRSP, la Ville de Montréal, également, j'en oublie un, bon, c'est pas grave. Ça reviendra. Ça me reviendra. Je l'avais même noté pour ne pas l'oublier. Ah, le CIUS Centre-Sud. Ben oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Okay. Mais c'est aussi des partenaires, des organisations partenaires comme la FADOC, la Comaco, Coalition pour le maintien dans la communauté, qui elle-même regroupe 80 organismes, alors c'est pas peu dire, les petits frères, la communauté soignante et également, il m'en manque un, c'est ça, c'est parce qu'on est nombreux, la table de concertation des aînés de Montréal, alors de l'île de Montréal. Tous ces gens-là se sont assis autour d'une table avec une mission, une vision unique, mais large, qui est d'améliorer l'inclusion, la participation sociale, la résilience des personnes aînées. Alors, c'est beaucoup de travail et de pain sur la planche, et l'idée est de travailler en co-construction. Et autant Dr. Lebel que Dr. Drouin, j'en suis persuadée, que Dr. Kaiser, voulaient qu'il y ait une participation sociale des personnes aînées là-dedans. Et c'est pourquoi des membres partenaires ont été adjoints au comité de pilotage de ce groupe-là. Et ce que ça donne, c'est des réunions mensuelles, on se parle, chaque organisation partenaire, FADOC, etc., porte un volet, porte un projet particulier. Puis je n'ai pas le temps de vous en parler parce que c'est trop long. Mais ce qui est intéressant, c'est que les membres partenaires dont je suis au comité de pilotage, les personnes... On est en lien avec un conseil citoyen qui, lui, comprend une dizaine, bientôt une douzaine de membres.
des gens âgés de 55 ans et plus, qui viennent de différents quartiers, qui ont différentes expériences et tout ça, et qui ont pu alimenter le comité de pilotage pour aller chercher des idées, des solutions, des choses que chacun individuellement n'aurait pas trouvé. Chacun de ces organismes-là n'aurait pas trouvé ça. Et ensuite, aller même répondre à des consultations ad hoc sur des différents aspects des volets. Par exemple, la campagne que vous avez peut-être vue passer, la campagne Le Vieux-Montréal, présentement, est née aussi avec les inputs de ce conseil citoyen qui a donné des idées de messages clés, etc. Et on a aussi rédigé un rapport à la demande de Dr. Drouin sur la pandémie elle-même. Quels avaient été les bons coups, quelles avaient été aussi les choses à ne plus jamais faire. Et ça a été assez émouvant et touchant parce que, oui, il y a eu des choses qu'on veut apprendre de ce qu'on ne devrait plus jamais faire. Mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de bons coups. Et je pense que, notamment, un de ces bons coups-là, ça a été la création du Conseil citoyen comme tel. De pouvoir avoir les personnes aînées apporter des solutions, apporter des idées. Parce que, savez-vous quoi? On est encore là. On a le goût, on veut, on peut être des partenaires. Et on veut être encore dans la société parce que ça nous touche tout ce qui se passe. Que ce soit pour l'éducation des enfants, vous avez vu, j'ai la petite journée des tout-petits. Les tout-petits nous tiennent à cœur, tout ça, mais aussi le bien-être de nos congénères, en tout cas de mes congénères, les personnes aînées. On a réalisé plusieurs choses. Ce serait trop long. Allez voir le rapport sur notre site Web. Ça s'appelle « Regard aîné sur la pandémie ». Il y a 16 recommandations, dont une qui rejoint la recommandation numéro 10 de Dr. Drouin, qui est d'intégrer les personnes aînées, d'avoir des conseils citoyens. Imaginez ce qui serait passé dans les CHSLD et aussi dans les RPA s'il y avait eu des conseils citoyens. Des gens qui étaient là pour dire « Hey, non, mais ça n'a pas d'allure, là. Vous n'allez pas empêcher les gens de sortir sans complètement, il n'y a aucune éclosion, on peut prendre des mesures, etc. » Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Et j'ai l'exemple très concret d'une de nos membres qui, dans une RPA, a pris l'initiative de parler avec la direction puis de dire, écoutez, on ne peut pas laisser les gens ne pas sortir, ils ont besoin de respirer, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de socialiser un peu, voici comment on va procéder, etc. Donc, voici ce qui est possible lorsque les personnes aînées et d'autres populations sont appelées à participer aux prises de décision, avant, pendant et après. Et ça, je pense que c'est une leçon à retenir, c'est quelque chose qu'on voudrait pérenniser. Puis le premier bon coup, avant tous les bons coups qui ont suivi, ça a été de créer le réseau Résilience Aînée Montréal. Donc, je souhaite qu'il soit pérennisé. Bien sûr, pas juste parce que je veux continuer à être porte-parole du Conseil citoyen, quoique. Ça dépendra de ma performance ce soir, mais si je vous ai convaincu ou pas. Mais je pense aussi que il y a deux concepts que je voudrais vous relayer. Et ils sont déjà présents, je suis sûre, dans vos têtes et dans vos cœurs, mais je voudrais les nommer. C'est la co-construction. Donc, on peut être des partenaires actifs à l'intérieur de vos organisations. Il suffit de faire une place à la table. Et oui, d'accepter de la créativité, d'ouvrir la porte à des changements et des choses comme ça, mais ça en vaut vraiment la peine. Le deuxième, c'est l'idée que on veut avoir, comme personne âgée, en tout cas, je me permets de parler au nom de l'ensemble des personnes âgées, on veut continuer à être partie prenante de la vie, de la société, de nos communautés, bien sûr, nos quartiers, mais aussi de la société. Et on veut une vieillesse engagée, une vieillesse citoyenne, en fait. Merci. Merci. Madame Veilleux, merci. Merci. Bon, je pense que j'ai gagné mon poste pour une autre session. On me confirme que... Non. Merci. Très touchant, inspirant. Merci à tous. C'est riche. Et tous vos partages tournent vraiment autour de la communication, en fait, vraiment de mutualiser des actions ensemble, de se concerter, de consulter davantage la population, de les intégrer pour permettre de voir venir les choses. Et ça, je sens que c'est vraiment comme un moteur qui va, en fait, on espère qu'il va continuer à s'opérer dans les prochaines années et qui est déjà en train de faire son chemin.
Docteur Drouin, qu'est-ce que, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qui qui attire votre attention et vous fait sourire autant? Oui. Bien, premièrement, moi, je suis extrêmement contente d'avoir opté pour le panel parce que je suis heureuse de vous entendre. C'est jamais la même chose quand c'est dit dans la voix de gens avec qui on a travaillé, quand on donne la parole et la voix aux partenaires, mais aussi à la population. Puis juste pour rebondir, puis oui, la vieillesse citoyenne, c'est un concept que Denise, tu m'as amené, puis que je pense que je vais aussi porter. Moi, je l'ai déjà. Moi, des fois, quand il y a des bons concepts, je vous le dis, je copie. Oui, c'est ça. Moi, je copie les citations de Jean-Nicolas, mais quand il y a des bonnes choses, habituellement, j'essaie de les amener ailleurs. Mais ce que j'entends aussi, c'est ça. Je pense que c'est le travail ensemble. C'est évidemment de donner la voix et de la faire remonter pour qu'on soit capable d'en tenir compte dans les prises de décision. Les mesures d'urgence, ça va toujours être en grande partie top-down, mais il y a moyen, puis la pandémie nous a montré qu'il y a moyen d'amener aussi une perspective bottom-up avec les communautés. C'est juste qu'on ne l'a pas encore formalisé, puis c'est une des recommandations. Puis l'autre élément, André, tu l'as mentionné, on a maintenu au Québec les écoles ouvertes le plus longtemps possible. On a mis en place les choses. Ça veut dire c'est que le gouvernement avait mis dans ses objectifs oui, de réduire la mortalité, protéger les vulnérables, pas dépasser la capacité hospitalière, mais il l'avait dit explicitement, on ne fermera pas les écoles ou on va les fermer au minimum. Mais je pense qu'on aurait pu se donner aussi d'autres objectifs par rapport aux aînés. Je pense qu'il faut les réfléchir en amont. C'est quoi ces impacts collatéraux-là qu'on peut prévenir et qu'on peut se donner comme monter en haut des objectifs, puis après ça, trouver la façon de s'y rendre pour réduire les conséquences. Et c'est un petit peu cette dimension-là que je pense qu'on doit inscrire aussi dans nos futurs plans de mesures d'urgence. Mais merci beaucoup, c'était riche. Bien, c'est sous le signe de la co-création, tout ça, et je pense que c'est ce qui ressort beaucoup, puis qui fait qu'on sourit, puis on est heureux de collaborer ensemble, puis d'être pas seul, en fait, c'est ça. C'est ça la collaboration, de sortir de l'isolement, puis de pouvoir voir comment, ensemble, on peut aller vers d'autres solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bastien, Monsieur, je ne vais pas oublier les noms, là, Monsieur Aubé, Mme Maillé-Périard et Mme Veilleux. Merci infiniment. Je vous invite à vous lever. On les remercie. Vous pouvez partir avec votre verre d'eau. C'est fourni. C'est fourni. Nous allons poursuivre vers le deuxième panel. Je vais inviter nos panélistes et vous laisser la parole ensuite. Alors, il est président-directeur général du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, M. Jean-François Fortin-Véraud. Merci. Et oui, c'est là que je subtilement fais... je vais vous inviter à vous asseoir ici parce que là, on est un petit peu moins. Je vais me rapprocher de vous. Voilà, subtilement, comme ça. Professeure titulaire de gestion à l'ENAP et directrice du Cité ID Living Lab, gouvernance de la résilience urbaine, Mme Marie-Christine Terrien. Bienvenue. Soyez-vous. Et en terminant, le coordonnateur de la Coalition montréalaise des tables de quartier, M. Yves Bellavance. Bienvenue. Merci d'être ici, Dr. Drouin. Je vous laisse présenter les volets de recommandations. Oui. Je vais y aller assez succinctement parce que je pense que vous avez aussi le feuillet qui les résume. Simplement pour dire que les recommandations ont été élaborées en 4 volets. Donc, comment on rehausse nos capacités pour une réponse plus adaptée, les impacts collatéraux et le rétablissement, la communication et les leviers, je dirais, de gouvernance associés. Puis je vais juste mettre quelques highlights là, sur certaines, excusez l'anglicisme, certaines recommandations parce que je pense que mes collègues vont aborder plus en détail leur perspective. Dans la préparation, on le sait, il faut faire des plans de mesures d'urgence, évaluer les risques, etc. Ce qu'on a quand même ajouté, puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'importance en amont d'intégrer la mobilisation des communautés, d'intégrer la perspective des inégalités, des impacts collatéraux, et pour faire en sorte que les acteurs qui doivent se mobiliser, dans certains CIUS, on a eu des centres, des cellules de crise locales, certains l'ont mis, d'autres non, mais là qu'on arrive à actionner ces cellules-là le plus rapidement possible et à anticiper ces impacts-là.
et évidemment de préparer en amont avec les différents milieux, que ce soit par exemple l'itinérance, la gestion des mesures d'urgence et leur préparation. Au niveau de l'expertise, je veux mettre l'accent sur l'expertise et la mission universitaire. Évidemment, on le sait, à Montréal, on est riche de nos universités, de nos centres de recherche. Je pense qu'on a réussi à créer des connaissances, à développer des connaissances, mais je pense qu'on se doit de faire des ententes au préalable et de travailler en amont pour identifier ces chercheurs avec qui on pourrait déjà amener sur le terrain pendant les gestions de crise pour être encore plus prolifique dans le développement des connaissances en cours de crise. De maintenir des services préventifs de première ligne qui sont de proximité accessibles. Une des pistes d'action, c'est de maintenir ces équipes locales qui font du démarchage et qui vont chercher les gens qui ne sont pas attachés au réseau de la santé. Et évidemment, nos systèmes d'information, on le sait à Montréal, beaucoup de volume. On a fait des grands pas. On est parti, là, on fait toujours la blague, là, mais on est parti où mon indicateur, c'était 45 mm de fax. Puis j'aurais pu amener les photos. C'était, bon, combien de millimètres de fax on a? 45. Puis là, le lendemain, c'était 75. Puis sur le lendemain, c'était... évidemment, en quelques mois, on a réussi à développer nos systèmes d'information, mais on a encore du chemin à faire pour être capable d'avoir des systèmes à la hauteur de l'amplitude des crises qu'on peut vivre dans une région comme la nôtre. Au niveau des impacts collatéraux et des inégalités, évaluer systématiquement, développer un système de surveillance et soutenir, reconnaître, soutenir, donner les leviers à nos tables de quartier, à nos organismes communautaires qui ont eu à répondre évidemment à des besoins qui se sont accrus pendant la crise, mais qui sont les acteurs centraux pour le rétablissement des communautés. Au niveau des communications, je pense qu'on le dit, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. On maintienne nos communications adaptées, mais il faut comprendre un petit peu plus comment on va contrer la désinformation et maintenir évidemment des pôles d'engagement des citoyens pour que leur voix soit entendue et qu'elle puisse remonter à l'intérieur là, de notre prise de décision. Et finalement, dans les conditions et leviers, on l'a mentionné, évidemment, la place d'une santé publique avec la sécurité civile, dans les instances stratégiques de la mission santé, mais aussi l'indépendance et la transparence. Je pense que c'est une voie qui est apolitique, la santé publique, et je pense qu'on se doit de la maintenir et de rendre nos avis publics le plus possible et de maintenir, évidemment, cette transparence. Donc, je vous laisse discuter un peu plus. Merci beaucoup. Ce fut très, très succinct. On a hâte de vous entendre et même moi, je suis encore en train de vous écouter. Fait que là, je me suis perdue dans mes fiches. Mais bon, je vais me retrouver. Ce ne sera pas très long. Ce temps d'attente est bien en dehors de... Donc, les quatre volets de recommandations sont ici à l'écran. Ce n'est pas un choix facile. On vous a demandé de vous positionner sur un en particulier, puis les leviers d'action. D'emblée, M. Fortin-Véraud, à titre de PDG du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qu'est-ce qui vous apparaîtrait comme prioritaire, comme volet, puis comme levier d'action Bonsoir tout le monde. Ben, premièrement, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, on a le temps. Ça me fait plaisir. Je ne suivrai pas tout à fait. Je suis un peu délinquant dans la vie. Fait que je vais ajuster mes affaires un peu. La première chose que j'aimerais, c'est un remerciement à David. C'est la seule personne que je connais qui a réussi à rendre les centres de dépistage plus populaires que les bars chez les adultes au début de la pandémie. Mais c'est ça qui se rappelle, là. Il faut s'amuser un peu. David a fait une annonce média à tout le monde dans les bars d'aller se faire dépister, mais ça a marché. Les centres de dépistage étaient comme pas prêts. Sérieusement, juste vous dire, je pense que tout le monde a travaillé dans la pandémie, dans la salle. Tout le monde a été impacté personnellement. Là. Moi, personnellement, j'y pense tous les jours. Je repense tous les jours au début de cette pandémie-là. Ça m'accompagne, je vis avec ça. Je suis encore troublé pour me dire comment on aurait pu faire mieux. On a eu un témoignage tantôt des aînés. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi. Mais je veux quand même remercier tout le monde dans la salle qui ont donné de leur vie
Tout le monde ici, je suis certain, là, il n'y a pas personne qui a compté ses heures. Tout le monde a été au rendez-vous puis a donné ses soirs, ses nuits, ses fins de semaine, sa vie personnelle pour essayer de mieux faire. Fait que mon premier message, là, avant tout, là, c'est juste merci à tout le monde. Merci à la santé publique. Merci d'avoir donné si généreusement pour les gens. On n'a pas été parfait, mais on voulait en maudit, par exemple. Fait que ça, c'est la première chose. Sur les priorités, la première priorité, puis je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire mieux, il y avait dans un des volets là, la préparation, l'anticipation. On n'a pas réussi à le voir venir. Pour moi, là, si on avait voulu faire différemment, faire mieux, tout le monde le sait, c'est la vague 1 qui a été la vague pire. Il nous faut des systèmes de détection précoces, plus rapides, plus alignés, pour être capable d'agir en amont. Je pense que ça, c'était quelque chose qui nous aurait vraiment aidé tout le monde. Puis accompagné avec ça d'un volet éducation rapide au début d'une pandémie. Je pense que l'équipe de santé publique a fait un bon travail, mais on n'a pas réussi collectivement. Tu sais, mettons, je fais le parallèle avec le Japon, avec les fameux 3C qui ont tout de suite partagé avec leur population, des crowded space, closed, puis tout ça. Là-dessus, pour le volet populationnel, puis pour le volet dans les milieux de soins, la transmission asymptomatique à l'origine, je pense que ça nous aurait aidé à mieux agir. Fait que je pense collectivement, là, puis avec la santé publique, il faut donner les moyens à la santé publique de faire ça, mais je pense que c'est absolument nécessaire, ce système de détection. Le deuxième élément, deuxième priorité qui est avec le volet 4, moi, c'est notre capacité à faire des actions rapides. Je l'ai dit, j'ai eu la discussion avec Mylène. On a été quand même vite, mais pas assez vite. Moi, je revois les moments là, où, à l'époque, Sylvain Lemieux était le PDG, puis on était ensemble, nous. Là, puis je vais le mettre en contexte de soins. Puis là, on se disait, avant la semaine de relâche, je ne peux pas croire qu'il y a des cliniciens qui vont partir en relâche. Ça se peut pas. Ça se peut pas dans le contexte actuel. Puis on n'a comme pas su l'arrêter. On n'a pas été game, je vais le dire clairement, de dire on annule les vacances. Puis on dit au monde, vous restez. Après ça, on n'a pas été game, après, de dire on retire tout le monde, on ne les laisse pas revenir au travail. La contagion dans les CHSLD est là. Ça, collectivement, dans les recommandations, et c'est dur de faire ces actions-là, les premières tough courageuses, là, mais je pense que collectivement, on a... Puis pour faire ces actions-là, il faut qu'il y ait une légitimité puis une force. Donc là, c'est l'indépendance de la santé publique, la capacité d'agir rapidement. C'était le deuxième élément. Le volet 3, on a touché la diversité des communautés. Plusieurs publications super intéressantes dans l'ANSET qui ont montré, au-delà des caractéristiques sociodémographiques et de santé des populations, les endroits qui ont le plus performé, là, puis on parle de mortalité évitable, diminution des infections, c'est là où la confiance entre les citoyens, confiance dans les communautés, puis confiance envers les institutions, je ne parle pas du gouvernement, mais des institutions, était la plus forte. Fait que ça amène sur comment, sur le long terme, on travaille ça ensemble. Comment on investit dans tout le tissu communautaire pour y arriver, puis dans les interventions de santé publique en amont. Fait que ça, c'est le troisième. Puis là, je suis encore plus délinquant. Je vais y aller à 4. Je ne suis pas de Nicolas les 3 recommandations de tantôt. La quatrième, là, je vais être très santé. Là. Évidemment, dans ma vie, je gère un CIUS. Là. La santé publique a dû mettre des contraintes plus élevées parce qu'en santé, on n'avait pas la capacité d'hospitaliser les gens. Au Québec, on a 2 lits par 1000 habitants. Au Canada, il y en a 2,5. En France, il y en a 5,3. Si on ne veut pas se retrouver devant d'autres pandémies, bien, il va falloir traiter ce problème de fond-là qui est assez majeur pour être capable d'avoir une gestion de risque du côté de la santé publique et des recommandations sociales qui sont différentes. Fait que je termine, ça c'était mes priorités avec le regard que j'ai là, puis avec l'équipe. Les leviers, moi je pense vraiment, puis j'y crois, il faut consolider notre santé publique, lui donner une certaine indépendance du financement récurrent. Puis on a besoin des attentes, on a besoin, il y a trop de besoins. La santé publique, à l'origine, a fait des gains de santé immenses en étant dans de la prévention.
Là, on est à l'époque aussi où il va y avoir trop de besoins, on ne répondra pas à tout. Il faut que la santé publique nous aide à faire des choix de pertinence. Ça, je pense que c'est un défi majeur devant nous. Je termine avec un coup de chapeau. Puis je m'excuse, je suis vraiment... Ah non, mais vous êtes... ça va bien. Vous avez encore 30 secondes, c'est génial. J'ai encore 30 secondes, c'est génial. Ah, bah, j'ai du temps d'abord. Non, sérieusement. Un coup de chapeau. Mylène a fait référence tout à l'heure à la vaccination en anneau. Puis, tu sais, les 4 éléments sur lesquels j'ai insisté, ça reprend ça. Il y a eu d'abord une maîtrise de la propagation communautaire par la santé publique qui a pu voir de où ça partait puis comment ça circulait sur l'île. À partir de ce moment-là, ils ont eu le courage de dire, je pense qu'il faudrait vacciner des territoires de façon privilégiée. Le monde ne le sait peut-être pas dans la salle, mais le monde s'arrachait les vaccins puis se battait. Là. Chaque vaccin, c'était le bordel. Ensuite, on a eu une équipe, Lucie Tremblay, là, elle est là, du Centre-Ouest, qui a été au rendez-vous pour le faire réaliser terrain, pour vacciner en rapidité. Fait que tout s'est aligné d'une bonne orientation de santé publique, d'un courage d'une prise de décision, d'une action rapide. Je pense que c'est un peu comme ça qu'on devrait travailler dans le futur. Monsieur Fortin-Véro, merci beaucoup. Toutes ces recommandations. Madame Thérien, je ne sais pas si vous allez être délinquante, vous aussi. Est-ce que vous avez un volet que vous voulez privilégier? Bien, je vais quand même être un peu délinquante, parce que d'habitude, les profs d'université, on est très sages, hein? On suit les consignes, puis on met les bonnes copies. Il y a quelque chose de mais, ça. Non, mais c'est parce que je suis trop vieille pour ça. Donc... ça se perd, la sagesse? Un peu, quand même. En fait, peut-être quelques mots aussi d'introduction. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis comme la seule représentante universitaire, alors je vais faire honneur aussi à mes collègues en parlant avec eux et pour eux, je l'espère aussi. Ensuite, je pense qu'il faut dire bravo pour ce panel qui est en fait un panel de partenaires, un panel intersectoriel. Et c'est vraiment fantastique en santé d'être hors de la chambre d'écho. Et je crois que c'est vraiment à souligner que le positionnement de la santé publique est hors de la chambre d'écho. Donc, bravo pour ça. Et je vais être encore plus délinquante pour la petite histoire. Quand on m'a appelée de la santé publique, ce qu'il faut savoir, sans que je remonte à l'Arche de Noé, j'avais fait donc les rapports pour le H1N1 à l'époque, et pour l'Agence, et pour la santé publique de Montréal, et aussi pour la Table nationale de coordination des directeurs de santé publique. Et quand Dr Guillaume m'a appelé pour dire, ben voilà, on a ressorti votre rapport et on voudrait que vous reveniez pour peut-être faire d'autres rapports, et j'ai dit non. Non. Là, j'ai dit, là, on va arrêter de faire des rapports. Et là, il y a eu une forme d'acceptation de dire, OK, bien, on va travailler un peu en live. Et donc, j'ai eu vraiment un privilège incroyable de travailler avec vous, avec toutes les équipes pour faire un peu de l'analyse, mais aussi des fois des suggestions pour aller de l'avant. Donc, là aussi, je pense qu'on a innové. On a pris des risques. Tant vous que moi. Et on pourra y revenir dans les recommandations. Là. Je pense que tous les volets, les 4 volets, en fait, représentent bien les aspects importants et de prévention et de préparation, d'intervention et de rétablissement là, qui avaient été aussi nommés par Annick Maletto. Je pense par contre que, puis là je vais faire la bonne copie quand même, il faut revenir. Je pense que les volets 1 et 4 me semblent plus centraux. C'est sûr que j'ai un biais, j'ai une expertise en gouvernance collaborative, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose là vraiment où il faut mettre l'accent. D'abord, l'ensemble des 11 recommandations, moi j'aurais envie de dire, ben c'est prêt, allons-y. Il faut le faire maintenant. Pour le volet 1, la complexité de l'organisation du territoire mérite vraiment une attention particulière dans la coordination des structures. Les panélistes auparavant l'ont bien mentionné, il y a beaucoup de tables, il y a beaucoup d'organisations, elles sont toutes très importantes. Il y a
tout l'appareil municipal, il y a aussi tout l'appareil de santé, bon, etc. Et on a beau dire, oui, il faut se parler, oui, absolument, il faut co-construire, mais ça va prendre une forme d'organisation de la gouvernance alentour de ça. Et on le sait par certaines études qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et donc, on peut voir là-dessus. Et ceci est aussi en lien avec le volet 4, où ça prend quand même une structure. On doit faire en sorte que aussi cette structure-là, qui existe, qui a été beaucoup analysée, prenne en compte la capacité régionale et la force de l'action locale. C'est un peu comme, vous savez, quand vous finissez un repas, vous dites, bon, est-ce que je prends du fromage ou est-ce que je prends du dessert? Mais en fait, là, il faut prendre les deux. Il faut prendre l'aspect de ce que j'appelle l'hybridité, c'est-à-dire, ça prend une forme de décision, ça prend une forme de top-down. Il faut qu'il y ait des gens qui décident, sinon on est dans une inaction. Mais ça prend aussi, dans cette hybridité, le bottom-up pour faire aussi une allocation efficiente des ressources. Donc, je pense que ça prend là, et le fromage et le dessert. On l'a dit, je viens du milieu universitaire. J'ai pu travailler de très proche. Pendant la pandémie, on a fait du conseil stratégique, le labo que je dirige. On a fait aussi des analyses avec Dr Kaiser, avec les TAM de quartier, l'Association des tables de quartier, les fondations, etc. Donc, enfin, je ne veux pas toutes les nommer. Vous pouvez aller sur notre site. Toutes les recommandations sont là. Je pense que le milieu universitaire a effectivement, pour ceux qui veulent le faire, à créer des ententes de capacité avec vous ou avec d'autres acteurs pour offrir donc cet accompagnement, cette analyse, ce qu'on va appeler en latin le science to policy, c'est-à-dire qu'on a souvent accès très rapidement à des études, des analyses qu'on peut rendre disponibles immédiatement, mais pour ce faire, il faut créer des ententes préalables parce que c'est sûr que si on appelle des universitaires en disant « Pouvez-vous demain matin vous présenter au centre de coordination? » bien, eux aussi ont leur projet. Bon. C'est parce que nous, on est un peu spéciaux. Là. On est prêt à point nommé, étant donné que j'avais déjà travaillé en urgence. Donc, être prêt à prêter main forte lors de futures urgences avec des unités de recherche prêtes à être mobilisées. En recherche, par exemple, nous, il faut qu'on ait des certificats éthiques. Donc, il faut que ça soit fait préalablement. On peut attacher ça avant, mais il faut le faire. Ce n'est qu'un exemple. Et je pense aussi qu'il faut travailler avec des équipes de recherche qui sont prêtes à de la recherche-intervention. Donc, qui sont prêtes aussi à s'avancer dans rendre accessible la science, mais aussi aller avec de la co-construction de propositions. Évidemment, la responsabilité de la décision est toujours dans l'unité administrative, mais il y a cette possibilité de faire ça. Peut-être que je m'arrête ici. Merci, mais je sens que vous pourriez continuer. Oui. Puis merci beaucoup d'avoir réussi à... Oui, c'est très intéressant. Vous avez tellement tous des expertises vastes et être capable aussi d'identifier des choses aussi pointues qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Merci beaucoup. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, mais vous le relevez bien à votre façon, même si vous vous trouvez un peu délinquant. Moi, je vous trouve vraiment très pertinent. Monsieur. Bellavance. Bellavance, excusez-moi. Monsieur Bellavance, je m'égare dans mes fiches encore une fois de plus. Dans le cadre de la coalition de Montréal Table de quartier, vous avez pour mission de développer un Montréal qui est plus juste et inclusif. Donc, dans cette perspective-là, qu'est-ce qui colore vos recommandations et en quel volet vous attachez-vous plus particulièrement? Moi, j'ai un peu changé ce que je voulais dire. J'étais en train de l'improviser, en fait. J'avais plein de feuilles. C'est formidable. Puis, on est là. Je me suis dit, bon, est-ce que je suis le fromage ou le dessert? On se questionne, hein? Oui, c'est ça. C'était ma première réaction, en fait. Le 17 mars 2020, on s'est rencontrés avec mon équipe, puis
On a dit on va demander à toutes les tables de quartier de Montréal de reporter les actions. On devait avoir une rencontre la semaine suivante. Puis j'ai dit à mon équipe, puis j'ai dit à tout le monde, bon, ben écoute, je m'en vais chez moi, je ramasse ma comptabilité, puis je vais aller travailler, puis je vais être en isolement chez moi, puis peut-être à moitié temps en train de travailler. Et puis voilà, ça va être tout. Tu sais, j'avais aucune conscience ce vers quoi on allait s'embarquer collectivement comme mouvement pour les 2 prochaines années. Et c'est assez fabuleux parce que 2 jours, le lundi suivant, le mardi suivant, déjà dans tout cas les quartiers où déjà les réseaux de solidarité sont déjà assez solides et bien tissés, déjà les gens étaient en action, avaient déjà convoqué des rencontres, puis avaient déjà commencé à vouloir s'asseoir avec le CIUS et tout pour travailler ensemble. Et ça a été un travail acharné pendant 2 mois. Et même à l'échelle montréalaise, moi, c'était des rencontres. Nadia Bastien parlait tantôt de la cellule sur la sécurité alimentaire ou encore des rencontres avec la santé publique, des rencontres de coordination. Et ça nous a amené, à un monde de travail qu'on n'avait pas auparavant. Et à traiter des sujets qu'on ne traitait pas auparavant nécessairement. Moi, je n'avais pas de compétences en toxicomanie. Là, et je me suis ramassé dans des rencontres où on devait ramener ce qui se passait sur le terrain avec des problématiques qu'on devait ramener pour essayer de trouver des solutions à l'échelle de Montréal et dans les quartiers. Et j'ajouterais, avant de je suis en train d'un peu de digresser moi aussi, là, mais avant d'arriver à la recommandation, nous, on ne faisait pas ça, là, de la sensibilisation pour la vaccination puis pour le dépistage. C'était pas notre core business, là. Et là, on s'est retrouvé à un moment donné à faire ça. Il y a eu des plans d'action aussi qui ont été financés par des fondations. On s'est embarqué là-dedans, mais évidemment, vu qu'on était des réseaux de solidarité puis qu'on travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables, des populations dans les quartiers, on s'est dit, on ne se pose pas la question, on se lance, on est là pour aider les gens, aider la population. Alors, c'est sûr que dans ce sens-là, tout ce qui concerne l'atténuation des impacts collatéraux de la pandémie puis du rétablissement, c'est sûr que ça nous fait chaud au cœur de retrouver ça dans le rapport. On est extrêmement heureux à 2 niveaux, en fait. D'une part, la volonté de vouloir prendre en compte ces enjeux-là dans la préparation et la planification des plans et de le faire aussi avec les partenaires, de le faire aussi donc de façon intersectorielle. Je pense que c'est une avancée majeure, puis on va être là pour collaborer aussi. Puis bien évidemment, c'est la recommandation la recommandation qui recommande, ça fait bizarre, hein? Mais c'est ça. C'est donc de donner les moyens aux tables de quartier de jouer ce rôle-là, parce qu'il faut dire, les tables de quartier existent déjà depuis un bon bout de temps, elles sont déjà à Montréal depuis un bon bout de temps, mais leur donner les moyens de jouer ce rôle-là pendant des crises ou entre des crises, c'est important. Et la recommandation aussi sur le rehaussement du financement des organismes communautaires est essentiel parce qu'on l'a vu, nous, et on le voit présentement avec la crise du logement, la crise inflationniste, et que tu ne peux pas, entre 2 crises, arrêter les financements puis laisser des organismes comme ça ou dans d'autres domaines, les laisser comme ça avec pas de moyens pour se consolider. Puis après ça, on va arriver avec une crise et puis on va leur demander d'agir et d'être sur le front et sans ressources. Ou avec des projets de 2, 3, 4 mois, puis qui ne leur permettent pas de planifier non plus. Fait que, oui, ça, on est très heureux. Puis on m'a demandé, c'est quoi les leviers? Là? Hein? C'était ça la question. Quels sont-ils, les leviers? Il faut que j'y arrive à ça. Là. Donc, les leviers et ce qu'on attend de la santé publique, j'essaie de mettre un peu... là, je vais reprendre mon papier, d'essayer de noter un peu... les leviers que nous, on a, en tout cas, je pense, puis sur lesquels vous pouvez bâtir pour la suite, pour les pistes d'action, premièrement, je dirais notre expertise, parce que, puis notre connaissance fine du quartier, puis notre capacité à rejoindre les populations vulnérables et de jouer ce rôle-là de coordination ou de carrefour de l'information dans un quartier. Et les plans de quartier qu'on a déjà, pas les plans uniquement les plans pendant une crise, des plans COVID, mais les plans de quartier aussi qui existent déjà. C'est-à-dire donc tout l'appareillage qui est autour de cette concertation-là. Mais je pense que le plus important, c'est la collaboration, les zones de collaboration qu'on avait déjà. Parce qu'à Montréal, on est particulier.
c'est pas partout ailleurs au Québec qu'il y a un programme ou un cadre qui soutient les tables de quartier dans lequel il y a la santé publique, la Ville de Montréal, Centraide, et ça à l'échelle régionale. Et dans les quartiers, bien, on retrouve les CIUS, on retrouve les arrondissements. Et ça a facilité justement cette agilité-là pendant la crise et le travail qu'on voulait faire auprès des populations vulnérables. Ça, c'est un acquis sur lequel bâtir, bien évidemment. Puis ça a été démontré, là. Ça a été démontré que les endroits au Québec où ça n'existait pas, bien, il fallait tout créer. Et je dis toujours, moi, l'anecdote, je suis allé jeudi passé, il y a une nouvelle table de quartier maintenant à Outremont. Et à Outremont, c'est pendant la crise où là, il y avait l'arrondissement et il y avait le CIUS, mais il n'y avait pas de table de quartier. Et là, ils sont dit, hey, ailleurs, les autres, là, regardez ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent ensemble, on en veut une, nous aussi. Et maintenant, la table de quartier a émergé de la crise, donc il y a des belles choses qui émergent de la crise, et donc a été lancée jeudi passé. Formidable. Donc, ce qu'on attend de la santé publique, ben, c'est de continuer. Il n'y a même pas un signe de pièce là-dessus. Non. Non, mais non. Moi, ce que je trouve important, c'est de continuer à nous inclure dans la conversation, continuer à travailler ensemble. Puis il y a plusieurs zones de collaboration, pas uniquement dans les recommandations dont on parle présentement dans ce panel-ci, mais dans d'autres aussi. Puis je pense qu'on est là pour travailler. Je lancerai le message de ne pas dédoubler, donc de bâtir sur ce qui existe déjà. Et s'il vous plaît, si vous êtes capable aussi, peut-être pas vous d'avoir de l'argent, mais d'ouvrir les portes justement avec le gouvernement du Québec pour faire connaître et reconnaître justement cette façon-là de travailler dans les quartiers à Montréal. Je pense qu'il faut en être fier, c'est une caractéristique de Montréal. Je pense que le gouvernement du Québec, au-delà de la crise, aurait avantage à connaître comment on travaille dans les milieux urbains à Montréal ensemble pour améliorer les conditions de vie, puis peut-être s'y investir aussi, puis soutenir, mais en tout cas, dans le sens de la recommandation 8, si je me souviens bien, là, pour donner les moyens aux tables de quartier de faire leur travail, je pense que ça serait très apprécié. Fait que voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, M. Bellavance. Encore très riche comme échange et je pense qu'on aurait pu parler encore vraiment plus longtemps, mais c'est encore sous le signe de la co-création. Il y a quelque chose aussi, et là, vous avez peut-être fait naître une image qui va nous rester avec le fromage et le dessert en parlant de top-down et de bottom-up. C'est intéressant de se questionner là-dessus, comment on peut ouvrir un peu plus là-dessus pour s'enrichir un peu les uns les autres. Et du côté un peu plus macro, avec le gouvernement, il y a toute cette collaboration-là, puis de faire des choix dans les besoins, de faire un choix aussi d'agir plus rapidement. Mais je vais vous laisser compléter, Dr. Drouin, parce que je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous tissez comme lien entre tout ça et vos recommandations, vos volets de recommandations. Bien, je vais y aller avec des mots-clés. Oui. Du propos de Jean-François, je dirais un des éléments que tu apportes, c'est l'intégration du principe de précaution. Et de l'audace aussi. L'audace, je pense qu'on en avait un peu. Mais le principe de précaution pour guider nos actions, puis on en avait des principes, vous allez voir, sont énoncés dans le rapport, mais je pense qu'on devrait probablement l'ajouter, évidemment, dans la gestion pour nous permettre de légitimer cette prise de décision qui, des fois, ne peut déplaire ou peut faire peur, mais est probablement nécessaire pour avoir certains succès. L'autre volet que j'ai, puis pour la pertinence, je trouve ça bien intéressant, je vais y réfléchir. Puis pour Marie-Christine, moi je vois beaucoup aussi, puis on en a parlé tout à l'heure avec l'idée du conseil citoyen, mais pour moi il y a comme tout un maillage des savoirs, comment on amène le savoir universitaire au rendez-vous, le savoir expérientiel des populations, le savoir des quartiers, et cette belle giblotte de savoir-là nous aide à prendre les meilleures décisions et à être et à actionner les leviers pour être capable de réagir aux enjeux auxquels on fait face en temps de crise. Et c'est sûr que j'entends évidemment toute la notion de reconnaissance. Je pense qu'on a demandé beaucoup au milieu communautaire. On a une richesse à Montréal, entre autres aussi pour les tables de quartier et les organismes sur le terrain. Ils ont joué un rôle central dans
dans la mobilisation et la réponse à des besoins accrus pour ces populations. Et là, je pense qu'il faut voir pour des futures crises, c'est quoi le rôle, mais il faut le co-construire. Par contre, on ne peut pas y aller avec une figure imposée, comme on dit. Il faut co-construire, puis je pense que c'est certainement un rendez-vous qu'on va avoir avec vous. Un gros merci. Merci beaucoup. Ben oui. On les applaudit. Bien, Monsieur Fortin-Véraud, Madame Thérien, Monsieur Bellavance, merci pour vos perspectives, vos visions qui vous permettent de circonscrire encore plus d'opportunités de collaboration. Et on est très attentif à ce qui va découler de tout ça. Avant de terminer, j'aimerais, en fait, pour conclure ce panel-là, inviter des gens à venir vous rejoindre. Je peux les inviter? Vous voulez les inviter, excusez. On peut les inviter ensemble. OK, on peut faire ça, tout le monde ensemble. Là, on est tellement dans l'enthousiasme, c'est ça qui se passe. Mais en fait, c'est des collaboratrices locales, en fait, que vous voulez inviter avec vous. Mais je vais inviter Mme Julie Provencher, directrice programme jeunesse et activités de santé publique du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Oui, certainement. On vous invite à aller voir, mais je vais vous faire un peu d'espace ici là, pour que ça soit un petit peu plus accueillant. On peut rester debout. Ben oui, allez. Oui, on va juste... Madame Marie-Ève Giroux, directrice des programmes jeunesse et activités de la santé publique, CIUS du Nord de l'île de Montréal. Madame Liette Bernier, directrice services généraux et partenariats urbains du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Bienvenue. Madame Karine Fortin, directrice des services intégrés de première ligne, CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Et Madame Marie-Florentin Demosthène, directrice adjointe responsabilité populationnelle et partenariat du CIUS Ouest de l'île de Montréal. Bienvenue. Oui. Alors, je voulais terminer et clôturer cette rencontre-là. Évidemment, après ça, je vais dire quelques merci à vous tous. Mais je voulais le terminer en représentant ce qu'est le réseau montréalais de santé publique, parce qu'on parle beaucoup de la direction de santé publique, puis c'est vrai que elle est bonne, elle est belle, notre direction, non. Mais là, j'espère que c'est enregistré, cette affaire-là. C'est le genre de clip que tu veux pas que les gens reprennent. Mais je pense que moi, quand je suis arrivée en poste, une des choses que j'avais à cœur, c'était qu'on forme un réseau de santé publique, le Grand Nous. C'est complexe, Montréal, avec les 5 CIUS, puis ça a toujours été quelque chose qui me tient à cœur. Et je souhaitais aujourd'hui que les visages de ces femmes qui portent la santé publique à l'échelle locale, qui ont des équipes, qui les mobilisent sur le terrain, pour lesquels on essaie de travailler le plus en complémentarité. C'est pas parfait, mais on avance dans la bonne direction. Je souhaitais qu'on puisse aussi mettre un visage. Donc, je voulais vous remercier et remercier l'ensemble de vos équipes. Et je vais terminer avec la même, avant de vous laisser une petite phrase de chacune, mais je vais reprendre l'image de tout à l'heure, pas Luc Boileau, mais Luc Lefebvre. Donc, une chaîne est aussi solide que ses maillons, son maillon le plus faible. Je pense que on a à se préparer aux futures urgences, mais on a à travailler et garder toujours à cœur. Puis là, je vais prendre ton modèle, Jacques, qualité-performance, notre population est au centre. Et c'est nos populations vulnérables et les différents groupes de la population qu'on doit toujours avoir en tête pour faire en sorte que chaque maillon soit solide et qu'on ait cette réelle résilience des communautés à Montréal. Donc, je vais te laisser... On a tous une petite chanson à vous chanter, oui. Chacun. Je leur ai fait croire qu'on allait chanter. En fait, moi, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que, sachant qu'on n'est pas tous égaux, hein, on le sait, devant les crises sanitaires, on l'a vu, on l'a vécu, nous vous invitons vraiment à poursuivre nos efforts ensemble pour rendre nos quartiers plus résilients face aux changements climatiques et aux menaces à la santé. On peut penser, entre autres, à tout le développement de nos environnements favorables, aux parcs, aux transports, aux logements abordables et à tout l'accès à nos services de proximité. C'était belle ta chanson.
Donc, durant la pandémie aussi, on a parlé tantôt du réseau scolaire avec lequel on a travaillé très fort, les services de garde, les différents partenaires. Puis on s'est rendu compte que les enfants sont aussi vulnérables, mais aussi notre avenir. Donc, on doit s'assurer vraiment que nos enfants aient en tout temps, on puisse les protéger de façon égale, et ce, malgré une crise sanitaire. Qu'il y ait aussi toutes les conditions optimales pour leur développement. Qui puissent aussi, on nous invite aussi collectivement à considérer tout le rôle de la femme. Alors, les femmes, les mères, il y a eu beaucoup de cas de violence conjugale, on en a parlé tout à l'heure, mais vraiment de s'assurer qu'elles ont toutes les conditions essentielles aussi pour se développer, pour protéger leurs enfants, aussi chez les femmes enceintes, et d'assurer le développement optimal des enfants malgré toutes les périodes sanitaires. Je vais faire un autre bout de la mélodie santé publique, n'est-ce pas? Parce que Montréal se veut inclusif et doit répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables, que ce soit les personnes sans domicile fixe, les utilisateurs de drogue, les personnes vivant avec des incapacités. Il faut travailler ensemble pour nous assurer que ces groupes de la population ne soient pas plus vulnérabilisés en situation de crise. Alors, bonjour. Notre petit bout de chanson ensemble avec ma nouvelle gang. Alors, sachant que nous ne sommes pas tous égaux face aux crises sanitaires et que nous devons concentrer nos efforts sur les vulnérabilités au niveau des environnements et des populations, pour y arriver, on a besoin de solides partenaires. Alors, reconnaissons, comme on l'a entendu depuis tout à l'heure, que Montréal est riche de sa diversité. Raffinons nos stratégies et rapprochons-nous des différentes communautés culturelles, religieuses, afin qu'elles puissent contribuer puis se mobiliser en situation de crise, mais même dans les fonctions de tous les jours, afin d'assurer que les messages et les services de prévention, de protection soient rendus accessibles, mais de façon adaptée à leur réalité. Merci. Alors, puisqu'il s'agit d'une chanson, je commence ainsi. Mylène chantait toujours. Alors, parce que les aînés hébergés et les aînés dans la communauté ont été les plus touchés pendant la COVID, parce que les mesures de protection mises en place ont amené l'isolement et ont mis le déconditionnement des aînés, investissons ensemble pour plus de prévention, de promotion en soutien à une vieillesse citoyenne. Au sein d'une société ouverte, solidaire et plurielle, pour que toutes les personnes aînées jusqu'à la fin de leur vie restent partie prenante de la société et participent au discours, prise de décision, actions qui les concernent. Merci beaucoup. Là, un peu plus, j'avais l'impression qu'on faisait notre confession de foi. Notre profession, c'était comme une... Mais merci beaucoup. Et je vais terminer en disant juste quelques merci spécifiques, évidemment, à tous les partenaires. Je l'ai dit plusieurs fois. Merci à toutes les... je vais prendre ma liste, là, je vais l'oublier. Les panélistes et les gens qui sont prêtés au jeu ce soir pour le lancement. Puis je pense que ça fait partie aussi moi j'appelle ça de notre établissement collectif, là, de se dire les choses et de donner une voix. Merci évidemment à toutes mes équipes, les équipes qui ont été là pendant la pandémie. Je vois Lynn, que je te serrais très, très fort, qui m'a suivi dans mes idées les plus folles. Mireille, ben là, je vais l'oublier, fait que je ne les nommerai pas tous, là, mais David, tu as été assez nommé à ce soir. Là, je pense que c'est assez... David! Non, je te taquine. Mais vraiment, l'équipe actuelle, Simon, je ne nommerai pas toute, l'équipe de direction actuelle est passée. Je pense que vous m'avez soutenu dans cette grande aventure-là. Et toute l'équipe de la DRSP, les équipes locales de santé publique, le réseau de la santé, parce qu'évidemment, là, on a regardé un petit morceau là, qui est la santé publique. Bien, c'est pas un peu gros morceau, mais il s'est passé tellement d'autres choses dans nos établissements puis dans chaque secteur.
Donc, un immense merci. Merci à ceux qui ont participé à la rédaction du rapport, l'équipe de rédaction, Francis, Marie-Ève, Simon et Sarah Milly, les collaborateurs autour qui ont mis des leurs. Et aussi, évidemment, Randala et Marie-Ève qui ont orchestré aussi le lancement ce soir. Un immense merci. Je suis sûre que j'oublie du monde, mais... Alors, je vous invite. Je pense que je vais te laisser je pense qu'on est prêt pour... J'avais un petit mot de clôture pour vous remercier, vous aussi, Dr. Drouin. Merci beaucoup pour votre riche contribution à ce panel-là ce soir, puis votre travail soutenu aussi envers toutes les communautés de montréalaises pendant la pandémie. Merci, puis votre résilience, puis votre grande force aussi de communiquer authentiquement. Puis je pense qu'avoir des gens que vous avez rassemblés ce soir, et pas juste seulement ce soir, puis au témoignage qu'on a eu, ça témoigne clairement de votre leadership inclusif et rassembleur. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'animation. Merci d'avoir été des nôtres et on vous invite à l'Atrium pour déboucher un petit cocktail. Alors voilà, bonne soirée. Merci.